Chapitre 4 La terrible décision de Joseph. Le dimanche suivant, Joseph se rendit, comme convenu, à Tlemcen pour rejoindre les Espagnols sur la place de l'église. Les travaux de l'église Saint-Michel avaient commencé en 1863. Elle était située sur un terrain vague dans le quartier de Tafrata. Joseph regarda cette église neuve, mais de style roman, dont les soubassements étaient en pierre de taille de la carrière de M. Fabre et les murs en pierre blanche de Beaucaire. Les 3 cloches sonnèrent la fin de la messe et les fidèles se massèrent sur le perron. Les Espagnols descendirent rapidement la dizaine de marches et se regroupèrent sur la place. Au fil des minutes, d'autres personnes s'agglutinaient et Joseph estima qu'une centaine de personnes avaient répondu à l'appel lancé à la mairie. Les hommes se saluaient et se rassemblaient par corps de métier, les vignerons, les boulangers, les charcutiers, les artisans en sparterie et les alfatiers. Parmi cette foule, les automédons restaient à l'écart afin de surveiller, près de leur fiacre, les éventuels clients. Les gendarmes entourèrent la place, l'air menaçant, et Esquivel se dirigea vers le commandant pour lui montrer la déclaration signée de 2 témoins qui lui donnait le droit de tenir une réunion politique sans autorisation préalable. Après quelques palabres, les gendarmes s'éloignèrent et Esquivel monta sur un banc pour s'adresser à ses compatriotes. « Mes chers amis, nous parlerons français pour ne pas éveiller les soupçons de la maréchaussée. Nous sommes en danger, à l'instar des alfatiers de Calfala. L'Espagne, notre mère patrie, a demandé à la France des indemnités pour dédommager les familles des victimes. Cet argent leur permettra de rentrer au pays. Mais que ferions-nous en Espagne ? Vous savez tous que la dynastie des Bourbons a été rétablie en Espagne et que le fils d'Isabelle II, Alphonse XII, règne sur le pays. Même si c'est une monarchie constitutionnelle à l'anglaise, avec le tournismo entre les libéraux et les conservateurs, vous resterez, si vous rentrez au pays, sous la dépendance des caciques, notables locaux, qui vous donneront des directives de vote en échange de l'obtention d'un travail. N'oubliez pas la misère qui vous attend là-bas. Nous pouvons partir dans d'autres pays, comme l'Argentine, qui nous attend, nous, les Espagnols. Une loi votée le 6 octobre 1876 favorise l'immigration et la colonisation de l'Argentine. Leur gouvernement s'engage à vous accorder un logement temporaire gratuit, une assistance dans la recherche d'un travail et une prise en charge des coûts de déplacement. Ceux qui sont intéressés pourront s'adresser à monsieur le représentant du gouvernement argentin qui a fait spécialement le voyage en Oranie. Des voix s'élevèrent pour poser d'autres questions, mais dans un tel brouhaha, il était difficile d'obtenir plus de renseignements. Joseph chercha Ramon pour en parler avec lui. Ils décidèrent de se retrouver avec d'autres amis à l'hôtel Bellevue, sur la place d'Alger. À l'hôtel, une serveuse leur indiqua que leurs coreligionnaires étaient dans l'arrière-salle. Ils étaient environ une trentaine seulement, assis sur des bancs, la casquette rejetée en arrière avec un verre de vin à la main. Esquivel était au centre, à côté de l'agent du gouvernement argentin qui avait pris la parole pour présenter son pays, véritable Eldorado pour les immigrants. Ramon alluma un cigare et marmonna. « C'est trop beau pour être vrai, je ne lâcherai pas la proie pour l'ombre. Je resterai à Mansoura, et s'il faut se défendre contre les Arabes, nous nous organiserons entre colons pour riposter. » Joseph buvait les paroles de ces hommes, entrevoyant la possibilité d'échapper à sa triste condition de chaufournier en allant chercher fortune ailleurs. Bien sûr, il y avait Maria et les enfants, il les ferait venir dès qu'il aurait trouvé un emploi et un logement. Restait le problème de l'argent pour le voyage. Dans l'assistance se trouvaient de nombreux Basques espagnols, amis d'Esquivel, mais aussi des orfèvres juifs qui souhaitaient faire commerce avec l'Argentine. L'un d'entre eux, M. Medioni, se leva pour prendre la parole.
Pour ceux qui souhaitent partir et qui n'ont pas l'argent du voyage, je leur propose un prêt qu'ils rembourseront à mon agent à Buenos Aires, dès qu'ils auront trouvé un emploi, à la seule condition qu'ils puissent me donner des garanties, comme une caution personnelle et solidaire. Joseph se retourna vers Ramon. « Accepterais-tu de cautionner mon prêt ?» Ramon n'osa pas refuser, car Maria avait été lésée dans la succession de sa tante Incarnation. Ramon s'était toujours senti coupable de sa propre réussite. Il opina du chef et Joseph se précipita vers l'agent du gouvernement argentin qui commençait à prendre les inscriptions des volontaires. Tout était décidé, il partirait dans 1 mois pour Bilbao, retrouver les Basques candidats à l'immigration en Argentine. Joseph était euphorique, autant par la décision prise que par le vin bu. Il rentra fort tard dans la nuit en souhaitant ne pas réveiller Maria. Maria ne dormait pas. Elle attendait Joseph avec inquiétude. Pourquoi rentrait-il si tard ? Dans quel état serait-il ? Se demandait-elle. Tous les enfants s'étaient endormis depuis plus de 3 heures. Elle se retournait dans son lit, s'épongeait fréquemment tant elle transpirait. La nuit était très chaude. La température avait à peine chuté depuis le coucher du soleil. La porte grinça et Joseph, tout courbé, marchant sur la pointe des pieds, entra. Il se cogna à la table et se laissa tomber lourdement sur le lit sans même se déshabiller. Entre 2 hoquets, il articula. « Rendors-toi, ma chérie, nous parlerons demain. » Maria se redressa et chuchota. « Non, Joseph, je veux savoir comment s'est passée la réunion. Qu'ont-ils dit? Combien étaient-ils? Ramon était-il présent ?» Joseph, la bouche pâteuse, avait du mal à parler, mais il savait bien que Maria le tarabusterait jusqu'à ce qu'il raconte sa journée dans les moindres détails. Les mains derrière la tête, sans oser la regarder, il commença son récit sans lui avouer sa décision de partir. Maria ne fut pas dupe très longtemps. À la façon qu'il avait de vanter cet Eldorado argentin et toutes les facilités accordées, elle comprit qu'il avait décidé d'émigrer. Sans un mot ni une larme, elle se mit à trembler. Elle ne contrôlait plus ses mains qu'elle essayait de cacher dans sa chemise de nuit. « Quand pars-tu » Ces mots s'étaient échappés de sa gorge nouée. Joseph la serra dans ses bras et lui chuchota à l'oreille. « Mi corazoncito, je savais que tu serais de mon avis. C'est une chance inouïe. Je gagnerai 10 fois plus d'argent qu'ici et tu pourras me rejoindre dans quelques mois, juste le temps de trouver un travail et un grand logement pour notre famille. » Maria était pétrifiée, mais elle avait vu juste. Il partirait très vite sans elle et les enfants. Elle essaya de dominer son angoisse et dit d'une voix à peine audible. « Et nous, que deviendrons-nous dans cette attente ? Si tu pars, nous n'aurons plus de toi. La maison sera donnée à un autre chaufournier. » Joseph la serra un peu plus fort. « Tout est convenu. Monsieur Mediuni vous louera un appartement avec 2 chambres à l'angle de la rue Charles-Quint et de la rue Clausel dans le quartier juif de Plentzell. Le loyer est modeste, il n'en coûtera que 200 francs par mois et Ramon s'est engagé à le payer jusqu'à votre départ pour me rejoindre. » « Mais pourquoi Ramon ferait-il tout ça pour nous ?» murmura Maria comme pour elle-même. « Mais simplement parce qu'il nous aime. Tu es sa seule famille et il a les moyens de payer, répondit naïvement Joseph. « Tu n'as pas répondu à ma question. Quand pars-tu » insista Maria. « Dans 1 mois, je serai à Bilbao, répondit Joseph dans un souffle. Il voulut l'embrasser, mais c'en était trop pour Maria. Elle se dégagea et sortit dans la nuit étoilée. Il n'était pas question que Joseph voie sa détresse. Elle ne savait pas cacher ses émotions. Il pouvait lire à livre ouvert sur son visage. Comment Joseph pouvait-il les abandonner ? Bien sûr, il y avait chez lui la peur de l'arabe et l'espérance d'une vie meilleure aux Amériques, mais elle soupçonnait autre chose de bien plus profond, la lassitude de la vie familiale et l'amoindrissement de son désir pour elle. Elle s'assit sur un talus et resta prostrée dans sa douleur. Comment pourrait-il se passer du regard rempli d'attente affective des enfants, du sourire émerveillé du bébé ? Elle aussi, quelquefois, était fatiguée par ces journées de labeur, mais dès qu'elle apercevait une larme sur leur petite bouille, elle retrouvait son entrain et sa disponibilité sans se poser de questions.
C'était sans doute ce que l'on nomme l'amour maternel. Que serait la vie sans Joseph? Elle appréhendait cette responsabilité de gérer seule la famille, d'être en plus obligée de travailler à l'extérieur en attendant que Joseph puisse lui envoyer de l'argent. Elle aimait Joseph de tout son corps. Le simple contact de sa peau la troublait. Il était si beau avec son regard bleu d'azur, rieur et perçant à la fois. Sa bouche était ourlée d'une fine moustache et il portait des cheveux bouclés couleur des blés avant la moisson. Il était grand et ses muscles dégageaient une sensualité presque animale. Pour quelle véritable raison voulait-il la quitter? Depuis la naissance des enfants, il était un peu jaloux. Il ne comprenait pas l'amour qu'elle leur portait. Un amour quasi exclusif. Elle était toujours à leur écoute et anticipait leurs demandes. Mais comment pouvait-elle faire autrement? Ils avaient tant besoin d'elle alors que Joseph, lui, ne demandait jamais rien, sauf par récrimination. Il ne savait pas être tendre. Les seules démonstrations de tendresse étaient celles qu'il lui prodiguait après avoir fait l'amour. Elle s'en voulait de penser ainsi. Peut-être pensait-il qu'elle ne l'aimait pas assez, et c'est pour cela qu'il partait. Exténuée, elle décida de rentrer se coucher et surtout d'arrêter de penser. Tout se brouillait dans sa tête. Le lendemain matin, Joseph se leva, le regard un peu fuyant, avala une tasse de café et partit travailler sans vraiment adresser la parole à Maria. Il cria en sortant « Je vais parler à Monsieur Fabre de mon départ imminent. » Il revint le soir en chantonnant et le sourire aux lèvres. Il interpella Maria. « C'est bon, Monsieur Fabre m'a donné mon congé et ma paye. Demain, nous irons voir Monsieur Medioni. Demande à Aïcha de garder les gosses. »« Si vite, Joseph ? » »« Oui, il ne faut pas que mon banquier et Ramon changent d'avis. »